Ça y est, je peux enfin vous faire cette vidéo que j'ai envie de faire depuis le début de la chaîne, comment créer un tour de magie. On va d'abord faire un résumé des différents effets magiques qui existent et dont on a parlé en détail dans la série de vidéos consacrée au sujet. On verra ensuite plus concrètement comment on crée un tour, par quelles étapes il faut passer, et surtout vous allez voir qu'on va faire le lien avec absolument tout ce que j'ai dit et expliqué sur la chaîne depuis le début. Et dans la troisième partie, je vous conseillerai des livres et des vidéos qui traitent de ce sujet. Je pense que cette vidéo va concrétiser l'ensemble des informations que j'ai transmises sur la chaîne depuis ses premiers jours. J'ai trop hâte de commencer, alors bienvenue à toutes et à tous dans ce 22e numéro du Mag Magique. Un tour de magie est constitué d'une succession d'effets magiques. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, il existe environ 25 effets magiques possibles qu'on peut répertorier comme ça. Donc tout ce qui est magie visuelle, donc apparition, disparition d'objets, d'animal ou de personnes, modification d'objets, tout ce qui est reconstitution impossible d'un objet qui a été déchiré ou découpé, comme un journal, une corde, une carte. On peut aussi le faire sur des humains avec la femme coupée en deux. L'altération magique et définitive d'un objet qui n'est plus le même à la fin du tour. Tout ce qui est fusion d'objets aussi, pour en faire un objet impossible, qui parfois pourra même être donné en souvenir au spectateur, donc ça c'est pas mal. Et plus simplement la transformation, le change d'un objet en un autre. Plus globalement, il y a ensuite tous les effets qui défient les lois de la physique, donc la lévitation, la pénétration de la matière, la maîtrise du feu et de la lumière, la maîtrise du hasard aussi, avec notamment les coïncidences ou les démonstrations de triche, le voyage dans le temps ou dans l'espace, avec la téléportation. Ensuite, on peut parler de tous les effets de capacité du cerveau, donc là on est plus dans le mentalisme ou de la magie mentale, tout ce qui est prédiction, c'est-à-dire divination, vision de l'avenir, la télépathie, c'est-à-dire la lecture de pensée, l'influence des spectateurs, la psychokinésie aussi, avec la torsion de métal par exemple, la mémoire prodigieuse et le calculateur prodige. On peut enchaîner ensuite sur la magie faisant intervenir des forces surnaturelles, comme donc tout ce qui est dons médiumniques, sourciers, magnétiseurs, etc. Tout ce qui est spiritisme aussi, poltergeist, fantôme. Donc là, attention, on parle bien de tours de magie truqués, qui simulent ces expériences. Il y a ensuite la magie de démonstration, qu'on pourrait appeler circassienne, donc tout ce qui est escapologie, l'évasion, les effets de force, d'invulnérabilité ou globalement de surhomme, tout ce qui est dextérité aussi, donc on a par exemple parlé du lancer de couteau dans la vidéo correspondante, et je n'en ai pas parlé concrètement, mais on peut aussi ajouter dans cette catégorie le pickpocketisme, je crois que ça se dit comme ça, la cardistrie, et même l'hypnose, même si on s'éloigne ici un peu des effets magiques au sens illusionnisme. Et enfin, la magie ultime, l'illusion de la vie, avec tout ce qui est marionnette, ventriloquie, résurrection, etc. Si vous voulez plus de détails sur chacun de ces effets magiques, je vous renvoie vers les vidéos correspondantes, bien sûr. Vous les retrouverez dans la playlist classification des effets magiques que j'ai fait dans YouTube, et je vous mets le lien dans la description. Alors maintenant qu'on a dit ça, à quoi ça sert? Eh bien, quand on va créer un tour de magie, on va aller piocher des idées d'effets dans cette liste des possibilités. On est ici côté spectateur, donc pas dans les secrets ni dans les manières de faire, mais bien dans ce que vont voir les spectateurs. Ils vont voir une apparition, une lévitation, une fusion d'objets, etc. Et il est possible, comme on va le voir dans le prochain chapitre, de construire un tour de magie en partant de cette base, et en commençant d'abord par choisir les types d'effets qui vont se succéder tout au long de la routine, pour commencer à en construire l'histoire, le déroulé. Par contre, il est important de savoir que certains effets sont incompatibles entre eux, ou avec certains objets. Par exemple, dans une routine de pièces, vous pouvez faire apparaître, disparaître des pièces, les fusionner aussi, mais ça serait bizarre d'y inclure soudain un effet de mémoire prodigieuse ou d'invulnérabilité. Ça peut être possible, mais il faut que ça s'intègre bien dans la présentation du tour, que ce soit justifié par l'histoire ou son déroulement, et là ça risque d'être difficile. Dans la même idée, les mentalistes stricts, ceux qui ne se présentent pas comme des illusionnistes, ne présenteront jamais d'effets magiques visuels, comme une apparition d'objet par exemple. Ils vont rester plutôt dans leur discipline avec uniquement des effets de capacité du cerveau ou ésotériques éventuellement. Donc selon le personnage que vous incarnez quand vous vous présentez au public, selon aussi les tours que vous aimez faire ou voir, et vos connaissances aussi, eh bien il y a peut-être certains effets magiques que vous ne présenterez jamais de votre vie. C'est pas grave. Et si ça vous chagrine, essayez justement de chercher comment intégrer un effet de ce type dans l'une de vos routines, ou bien essayez d'en créer une de zéro qui va contenir cet effet-là. Inspirez-vous d'autres magiciens, cherchez des démonstrations de tours utilisant ce type d'effet, et vous allez voir que ça va vous ouvrir une nouvelle voie en fait, des nouvelles pistes, pour renouveler un petit peu votre répertoire. Ça peut être un beau challenge. Tout d'abord, il faut savoir qu'il n'existe pas de recette miracle pour créer un tour de magie.
C'est comme pour une chanson, hein. Certains artistes commencent par écrire les paroles avant de composer la mélodie, mais d'autres préfèrent commencer par la musique pour finir par le texte en dernier. Il n'y a pas de recette unique donc, mais plusieurs approches en fait, selon votre manière de penser, de créer, d'aborder un tour de magie, et selon le tour de magie aussi, et les circonstances qui vous ont mené à sa création. On peut s'inspirer d'un tour existant qui nous a plu, ou bien d'une idée de base ou d'une technique qu'on vient d'apprendre. Donc on va avoir plutôt des pistes, des suggestions, des conseils, plutôt qu'une méthode unique et stricte pour créer un tour de magie. Alors pour commencer, il faut déjà savoir de quoi est constitué un tour de magie. Donc il y a les effets magiques d'abord, donc ce que voient les spectateurs. Il y a les trucages ensuite, qui permettent de réaliser ces effets magiques. Donc ça va être tout ce qui est technique de manipulation, les accessoires truqués, les principes mathématiques, etc. Tout ça, ça doit rester indécelable du public, hein. On est dans la partie immergée de l'iceberg, hein, souvenez-vous. Il y a le texte, le boniment prononcé par le magicien, ou la musique, ou parfois le silence aussi, qui accompagne le tour. Le décor, les accessoires utilisés, tout ce qui est cartes, pièces, cordes, papier, etc. L'histoire, l'ambiance, le message, les émotions que l'artiste veut transmettre. Il y a le magicien lui-même, son personnage, son allure, son attitude. Et enfin, il y a aussi le public. Et oui, parce que sans public, un tour de magie n'a pas de sens, hein. Il est fait pour être vécu par des spectateurs humains. Donc ça, ce sont les briques essentielles d'un tour de magie. Et pour créer un nouveau tour, on peut commencer par n'importe laquelle de ces briques. On peut avoir envie par exemple de présenter un effet magique spécifique, ou bien d'utiliser un accessoire, une technique en particulier. Ou alors on a entendu une musique qui nous a tout de suite donné envie de faire un tour de magie dessus. Ou encore on a un message à faire passer, une histoire à raconter. Ou un public particulier aussi, par exemple pour la construction d'un spectacle pour un anniversaire avec des enfants. Bref, vous voyez que le point de départ, l'idée d'origine, elle peut provenir de l'une de ces 7 briques indifféremment. Par contre, il ne faudra en négliger aucune. Ça, c'est hyper important. Sinon, le tour sera loupé. Et bien souvent, on oublie la partie émotion, histoire, ambiance. Ça fait des tours fades, inintéressants pour le public. Waouh, il a réussi à retrouver la carte. Et alors ? Donc, chaque brique devra être méticuleusement pensée, réfléchie, construite, et elle pourra ensuite être réévaluée, adaptée, améliorée au fil des représentations devant un public et de la vie du tour. Admettons par exemple que j'ai envie de faire un tour de magie sur Dracula. Donc ça, c'est mon point de départ. Donc là, on est dans la brique histoire, ambiance. Je peux me demander quel type d'effet je pourrais réaliser sur ce thème. Donc là, je prends ma liste d'effets magiques, et par exemple, je pourrais sélectionner apparition, disparition de Dracula, l'altération avec un humain qui devient un vampire par exemple, la transformation, Dracula qui se change en chauve-souris, la lévitation quand il se déplace, le voyage dans le temps ou dans l'espace par exemple pour donner l'illusion de téléporter les spectateurs dans le château de Dracula. L'influence ou l'hypnose aussi, par exemple Dracula qui va exercer ses pouvoirs hypnotiques, l'invulnérabilité de Dracula, à part avec un pieu planté dans le cœur, de l'ail ou les rayons du soleil, et enfin la résurrection, par exemple un humain qui meurt et se réveille en vampire. C'est un exemple, hein. Vous ne prendriez vous peut-être pas cette liste-là exactement, mais peu importe. Ma suggestion ici, en fait, c'est de faire une liste de tous les effets magiques qui collent avec le thème, sans pour l'instant du tout se préoccuper de comment on va les réaliser. Bien sûr, au final d'un numéro, on ne fera pas tous les types d'effets qu'on a choisis ici, hein, sinon ça deviendrait un spectacle entier. On va plutôt filtrer au cours des étapes suivantes, mais ça nous fait déjà une bonne base. Ensuite, pour chaque effet, je peux lister les trucs qui vont me permettre de les réaliser. Donc là, on arrive dans le comment. Par exemple, pour une apparition, je pourrais utiliser telle boîte truquée, ou un empalmage de pièces ou de cartes. Pour une transformation, une levée double, ou un accessoire à change, par exemple. Pour les lévitations du FI, pour les voyages dans le temps, peut-être un effet de lumière ou sonore, un changement de décor, etc. Bien sûr, cette liste dépendra du type de magie que je vais présenter. Close-up, scène, rue, salon, cocktail, etc. Mais aussi du matériel que je vais utiliser et qui est à ma disposition, et puis surtout de mes connaissances. C'est là qu'on va puiser dans les techniques de manipulation qu'on maîtrise, les accessoires qu'on a achetés ou fabriqués, etc. Là, vous voyez, comme je le disais dans une précédente vidéo, que les techniques de manipulation, ce sont des outils, au même titre qu'un accessoire truqué ou qu'un principe mathématique. Elles vont nous aider à produire un effet magique, mais en soi, utiliser telle technique ou telle autre, ou même à la place un matériel truqué, on s'en fiche en fait, tant que l'effet magique est là. Bien sûr, plus votre outillage est complet, technique, matériel, connaissances, etc., plus vous aurez de choix pour la réalisation du tour. Mais si je sais déjà faire une technique de carte qui me permet de faire un change visuel, il y a peu d'intérêt à en apprendre une autre. Autant apprendre plutôt une technique qui me permettra de faire un autre type d'effet, comme une disparition par exemple, si j'en connais pas encore. Et c'est ici aussi que je peux décider du matériel que je vais utiliser. Des pièces, des cartes, des papiers, des personnes, des animaux, des décors, des automates, etc. Par exemple, pour mon idée de tour sur Dracula, est-ce que ce sera plutôt un tour de pièces? Par exemple, si j'ai des pièces un peu étranges, elles pourraient provenir du château, du Seigneur des Vampires, ou un tour de cartes, ou de feuilles de journal,
ou de tout autre accessoire, hein, notamment si c'est sur un tour de salon ou de scène. Donc si je pars sur des cartes, par exemple, quelle carte utiliser? Est-ce que je vais plutôt utiliser des classiques et puis peut-être utiliser les piques et les cœurs, par exemple, ou est-ce que je vais prendre des spéciales comme celle d'Anne Stokes, dont je vous ai déjà parlé, qui sont magnifiques, donc celle-là, ou encore peut-être son tarot, les cartes de tarot par exemple, où il y a, attendez, hop, voilà, je vais éviter de flasher, où il y a des vampires notamment, je ne les trouve plus les vampires, il y a des squelettes, etc. Voilà, les vampires ils sont là, donc pourquoi pas quoi, avec les coupes, voilà. Bon bref, je vous ai déjà montré tout ça, mais c'est vrai que du coup c'est à ce moment-là que je vais commencer à me dire quel accessoire je vais prendre pour raconter l'histoire que je veux faire et le tour que je veux faire. Je vais peut-être prendre aussi un mélange d'un petit peu tout, par exemple des cartes, des pièces, des objets du quotidien, des accessoires fabriqués ou imprimés pour l'occasion, etc. Donc pourquoi pas faire un mélange un petit peu de tout ça dans le tour, à partir du moment bien sûr où ça se justifie et où c'est cohérent. Et tout ça en fait ça sera aussi déterminant sur le type de technique de manipulation que je vais pouvoir utiliser. On n'utilise pas les mêmes techniques pour les cartes que pour les pièces. Ou sur les enchaînements d'effets aussi que je vais choisir, et sur la structure globale du tour. Et surtout, à partir de là, je commence à savoir à peu près quel genre de tour je vais faire. Et je peux commencer aussi à construire l'histoire, à écrire le texte, à choisir le ton. Est-ce que ce sera plutôt un tour humoristique, ou inquiétant, ou émotionnel, etc. Bref, c'est là que je vais vraiment construire le tour et son déroulé. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition de méthode, hein. On peut faire complètement différemment. Pour bien faire, le mieux c'est de penser le tour comme un tout, avec une introduction, un ou plusieurs effets magiques, et une conclusion, un final. Souvent, le final est un effet magique particulièrement fort ou surprenant. On l'appelle le climax, ou climax en anglais. C'est un peu comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Il peut s'agir d'une impressionnante apparition ou disparition, ou d'une surprise inattendue, comme une révélation qui démontre que le magicien connaissait à l'avance tout ce qui s'est produit pendant le tour. Il est conseillé aussi de faire en sorte que les effets magiques se succèdent de manière cohérente, logique pour les spectateurs, et de les varier aussi. Pas toujours faire que des apparitions et des disparitions, par exemple. Mais les meilleurs tours sont certainement ceux qui sont construits comme une histoire, comme un film. Pour René Lavant, je cite, « Une démonstration de magie doit être composée comme une construction dramatique. Prologue, début, mise en place, développement, conflit, et fin avec climax, résolution et épilogue. » C'est plutôt vrai. Le public ne le remarquera pas forcément consciemment, mais il ressentira que le tour a été construit, abouti, réfléchi. Il adhérera mieux et il entrera plus facilement dans le tour si celui-ci est bien écrit et logique. C'est d'ailleurs dans cette étape qu'on doit détecter et corriger au maximum les incohérences inhérentes au tour. Pourquoi l'objet apparaît ou disparaît? Pourquoi faire couper les cartes à tel moment? Pourquoi faire choisir une carte si c'est pour la perdre juste après dans le jeu? Il faudra atténuer ces incohérences, soit en modifiant le déroulement du tour, pour les gommer complètement, soit en les justifiant, et ça va être souvent par le texte. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, donc je ne vais pas trop m'épancher, mais c'est un point essentiel, qui n'est pas trop difficile à appliquer, mais qui fait énormément augmenter la qualité d'un tour de magie. La simplification est importante aussi. Un tour de magie trop compliqué n'est pas efficace et on perd les spectateurs. Ce n'est pas le but. Il faut aller à l'essentiel, quitte à supprimer quelques effets inutiles ou qui complexifient trop le tour. Lors de cette phase, on va aussi repérer les moments d'attention, les fameux temps faibles, temps forts de la routine, savoir où et comment placer des détournements d'attention pour pouvoir réaliser les manipulations les plus sensibles, et puis détecter les temps d'avance pour mieux les exploiter. C'est aussi dans cette étape qu'on pourra voir s'il est possible de faire intervenir plusieurs sens, et pas uniquement la vue. Par exemple en faisant toucher une pièce sous un foulard à un moment donné, ou en rajoutant un bruit comme une carte qui claque, ou des pièces qui se cognent. On en a déjà parlé aussi, mais il faut bien garder en tête qu'au cours d'un effet magique, plus vous solliciterez les sens des spectateurs, plus l'illusion sera renforcée. Concernant le texte, il y a deux écoles. Soit vous rédigez le texte en entier, et vous l'apprenez par cœur, soit vous l'écrivez dans les grandes lignes, et vous apprenez uniquement cette trame. Là aussi, ça dépend des gens, de votre rapport à l'élocution, ou du type de tour aussi. Si vous racontez une histoire, le mieux c'est effectivement de l'écrire intégralement et de l'apprendre mot à mot, parce que là, chaque phrase est importante. Et ça évitera aussi de trop traîner en longueur ou de faire trop de répétitions ou d'hésitations. Pour certaines techniques verbales, comme le forçage à l'équivoque qu'on a vu dans une précédente vidéo, il est nécessaire aussi d'apprendre le texte par cœur, parce qu'ici les mots sont importants. Et si vous avez des consignes précises à donner à un spectateur, là aussi écrivez-les et apprenez-les par cœur, ça vous évitera d'oublier un détail qui risque de faire rater le tour. Mais pour tous les autres cas, vous pouvez tout à fait apprendre une simple trame si vous préférez. Ça fera plus naturel et c'est notamment important quand le tour est présenté comme une expérience. Par contre, attention au timing.
Veillez dans tous les cas à ne pas dire ce que vous allez faire avant que ça se produise. N'allez pas dire « je mets la pièce, elle va disparaître ». Non. Et on a déjà vu ça dans le 3e commandement du magicien. Pensez également à laisser des temps de silence, par exemple pendant l'exécution de certains effets, ou juste après, pour laisser le temps au public de les digérer. Veillez aussi à ce que le texte ne soit pas trop long, trop fourni. Allez à l'essentiel, comme on a dit tout à l'heure. Évitez aussi de dire ce que vous faites. Je place la pièce dans ma main. Ben non, ne le dites pas, on le voit, donc vous le faites simplement sans le dire. Toutes ces règles, elles permettent de fluidifier le discours et donc le tour en ne disant que l'essentiel. Il est important aussi de penser au public dès la création du tour, par exemple pour l'adapter au public auquel on va s'adresser. On ne fera pas les mêmes tours lors d'un anniversaire devant des enfants que lors d'un mariage par exemple, ou lors d'une fête d'Halloween. On va pouvoir faire plus de la magie bizarre ou plus inquiétante, vous voyez ? Il est donc important d'avoir au moins pensé à des variantes du tour qu'on est en train de créer, selon les publics, les ambiances d'événements, etc. Un même tour, qui va présenter les mêmes effets, peut tout à fait être adapté de manière poétique, humoristique, graveleuse, inquiétante, etc. Ça, c'est vraiment pas du tout un souci. C'est que votre présentation, votre attitude et ce que vous dites qui vont donner le ton. Par exemple, si à un moment donné, vous avez un objet qui se met à léviter, pour une soirée d'Halloween, vous pouvez tout à fait faire croire que l'objet est manipulé par un fantôme, et faire semblant d'avoir un peu peur vous aussi, comme si la situation vous échappait. Mais par contre, si vous êtes en train de faire un spectacle à des enfants, il ne faut absolument pas faire ça. Vous pouvez plutôt parler à l'objet, comme s'il s'agissait d'un objet animé. Et puis vous pouvez approcher votre main pour qu'il vienne se poser gentiment dessus. L'effet et le trucage sont strictement les mêmes, mais la perception qu'en aura le public sera totalement différente, par votre attitude. Donc il ne faut pas hésiter à jouer là-dessus en réfléchissant en amont à des variantes possibles. Concernant le public, toujours, il est important de le faire participer. Donc il faut prévoir, quand le tour s'y prête, des moments où les spectateurs vont pouvoir manipuler les objets pour prouver qu'ils ne sont pas truqués, où ils viendront sur scène aussi, où ils interagiront avec vous. Encore une fois, quand on présente un tour de magie, c'est pour le public. Donc il faut penser à lui dès la construction du numéro. À quel moment, au pluriel, les spectateurs vont-ils être actifs ou passifs ? Combien de spectateurs peuvent participer à l'expérience? Est-ce que telle étape, par exemple le mélange des cartes ou une apparition, ne pourrait pas être faite directement dans les mains d'un spectateur? Ce genre de choses. Ça peut paraître des détails, mais je vous assure que ce sont des points essentiels. Moi j'ai expérimenté ça il y a quelques mois avec une routine de cartes que je faisais depuis des années, et dans laquelle maintenant je fais manipuler les cartes par un spectateur à un moment donné. Et bien ça change tout. Pourtant c'est exactement le même tour. C'est le genre de petits détails en fait auxquels on ne pense pas forcément, mais qui peuvent modifier complètement la façon dont le public va vivre et se souvenir d'un tour de magie. Une fois que tout ça est calé, que le tour vous semble cohérent et correct au niveau de sa structure, de ce que vous dites, etc., là on va pouvoir commencer à s'entraîner et ensuite à le présenter d'abord à un public de confiance, par exemple d'autres magiciens ou des proches, pour venir recueillir des avis honnêtes et puis ajuster ce qui doit l'être, bien sûr. Et puis ensuite devant un vrai public quand le tour semble prêt. Alors bien sûr, on ajustera le tir au fur et à mesure des représentations et des idées qui nous viendront ultérieurement. Donc ça, c'est une suggestion pour créer un tour de magie complet de zéro. Mais bien souvent, on ne va pas partir de zéro, mais plutôt d'un tour ou d'un principe existant qu'on va plus ou moins adapter pour l'améliorer, ou au moins pour le personnaliser, pour se l'approprier, ou l'adapter simplement aux techniques qu'on maîtrise déjà. Là aussi, il y a plein de manières de faire. En gros, vous voyez un tour de magie qui vous plaît particulièrement, et puis vous essayez de le remonter, de le comprendre, ou mieux, vous l'achetez, et puis ensuite, vous essayez de le refaire. Et soit vous le refaites à l'identique, ce qui est déconseillé pour plusieurs raisons qu'on abordera juste après, soit vous l'adaptez à vous, à votre personnage, à vos accessoires, pour qu'il s'insère dans votre répertoire et ne dénote pas avec les autres tours que vous faites habituellement. Ce travail d'adaptation, il peut se faire en reprenant les briques de base qu'on a vues au début du chapitre, une par une. Est-ce que je veux ajouter, modifier ou supprimer certains effets présentés dans le tour d'origine? Est-ce que les méthodes employées me conviennent? Est-ce que je peux faire mieux ou plus simple avec d'autres techniques ou accessoires qui sont à ma disposition? Est-ce que le message, l'ambiance ou les émotions qui sont transmises me conviennent, ou est-ce que je préférerais faire autrement? Est-ce que ça convient à mon public aussi, ou à mes conditions habituelles de présentation, ou même à mon personnage? Est-ce que je pourrais faire participer un peu plus les spectateurs à certains moments? Donc il ne faut pas reproduire le tour tel quel, mais l'adapter à soi. Ces étapes sont importantes pour plusieurs points. Déjà, recopier un tour et le représenter tel quel, c'est de l'imitation. Si vous faites ça à chaque fois, vous n'aurez pas de personnalité. En tout cas, vous présenterez des tours lambda, sans saveur, et surtout hétérogènes. En tout cas, votre personnalité, elle ne transpirera pas à travers les tours que vous représenterez, puisque vous les aurez copiés en imitant d'autres magiciens. Pour rester sur l'analogie avec la musique, on peut prendre l'exemple du karaoké. Celui qui chante hyper bien, mais qui reproduit la chanson telle qu'on la connaît par l'artiste d'origine, il n'apporte rien.
On se dira « ouais, il chante bien », mais c'est tout. Alors que celui qui met de l'entrain, qui chante un peu différemment la mélodie, ou qui apporte une autre manière de la chanter, une autre émotion, bah lui, il va marquer le public, et on s'en souviendra. Même s'il chante pas super bien, c'est pas très grave. Et c'est encore plus vrai dans les émissions de casting comme The Voice par exemple. Et c'est la différence entre un imitateur et un artiste. L'artiste, il sait adapter une œuvre existante pour la rendre unique, pour se l'approprier, pour en faire une nouvelle œuvre. Et bien c'est ça qu'il faut essayer de faire quand on veut présenter un tour de magie qui existe déjà. Trouver un texte, une ambiance, modifier même légèrement la présentation, pour que le public sente qu'on se l'est approprié, qu'il est adapté à nous, à notre manière de parler, de présenter, à notre personnage. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti qui aime bien plaisanter, ce sera plus agréable pour le public si vous présentez des tours avec le même entrain, plutôt que de recopier des tours à droite et à gauche et d'imiter des créateurs d'origine qui ne seront peut-être pas forcément dans cette dynamique. Une autre raison pour laquelle il faut adapter les tours, c'est les droits d'auteur. Quand on achète un tour de magie, on n'achète pas forcément le droit de le présenter lors d'un spectacle public, gratuit ou payant. Parfois, on a un droit uniquement dans un cadre privé. Et le plus souvent, il est conseillé, avant toute représentation, de demander une autorisation écrite au créateur du tour pour être protégé juridiquement. Surtout quand il s'agit d'un spectacle payant ou d'un passage à la télé. Et c'est vrai aussi pour le texte fourni avec le tour. Par exemple, Dominique Duvivier, il appose un copyright sur les textes des tours qu'il vend. Ce copyright, il vous interdit normalement d'utiliser le texte tel quel dans un spectacle public. Ça vous oblige donc à le remanier. Et c'est finalement une bonne chose sur le plan artistique et pour l'évolution de la magie en général, puisque ça vous oblige à y réfléchir et à vous l'approprier, et qui sait, peut-être que vous découvrirez en faisant ça quelques subtilités de présentation qui vont le rendre encore meilleur. Ça peut sembler compliqué tout ça, mais en réalité, si vous gardez en tête d'éviter d'imiter les autres et que vous vous appuyez sur votre propre personnalité afin de rester vous-même lors de vos représentations, vous verrez que ce travail d'adaptation il sera finalement assez simple à mettre en place. Et vous vous y retrouverez aussi ensuite, puisque les tours seront plus faciles à faire puisqu'ils vous correspondront. Après, dans le monde professionnel, certains n'hésitent pas à choisir un personnage de scène à l'opposé de leur personnalité naturelle. On peut citer évidemment David Stone et son personnage de Klekanthos, complètement à l'opposé de sa vraie nature et qui pourtant lui va comme un gant. Mais pour ça, il faut être doué, et il faut avoir des années d'expérience de scène. Je pense que c'est plus facile de ne pas trop s'éloigner de sa propre personnalité, en tout cas quand on commence. À propos de Klekanthos d'ailleurs, je me demande si le fait qu'il porte un masque ne permettrait pas parfois de faire en sorte que ce soit pas toujours David Stone qui est dessous. J'en sais rien, mais bon, c'est de l'illusionnisme, donc c'est truqué, peut-être même jusque-là, qui sait. Mais peu importe en fait, quand on le voit à l'œuvre, c'est bien toujours le personnage de Klekanthos qu'on regarde, et c'est ça l'essentiel. Autre cas possible, et je finirai là-dessus, c'est le mélange de tours existants. Vous avez vu un effet ou une idée qui vous a plu dans un tour, et vous incorporez juste ça dans un tour existant pour l'améliorer, pour lui donner une autre dimension. Ça s'est vu de nombreuses fois dans l'histoire de la magie, que ce soit dans les effets de cartes à la boîte, ou au portefeuille, ou dans les routines classiques comme Out of This World, l'huile et l'eau, les Out of Lunch, les Three Fly en pièces, les Matrix aussi, tout ce qui est confabulation, les Ring Fly aussi. Il y a plein d'exemples de routines classiques qui ont été dérivées, modifiées, améliorées, dans lesquelles on a incorporé des effets complémentaires ou des méthodes différentes qui proviennent d'autres routines pour les simplifier ou les améliorer. C'est ce qui fait vivre la magie et lui donne une histoire. Donc il ne faut pas hésiter à faire ça, essayer de combiner des tours, prendre le début de l'un et la fin d'un autre. Ça développe la créativité. Encore une fois, ça permet de s'approprier les tours et de les rendre uniques aussi, ce qui est important pour les professionnels. Et c'est ce qui permet à la magie d'évoluer sans cesse au fil des siècles. Un tour de magie, c'est une œuvre d'art. C'est une partie d'un spectacle plus complet, vivant, un échange humain. Et par définition, ce n'est pas une œuvre fixe. À chaque représentation, il peut y avoir un loupé, un imprévu, une idée, une petite improvisation, un jeu de mots, la remarque d'un spectateur aussi, qui peuvent amener des idées d'amélioration pour les prochaines représentations. Dans l'absolu, un tour de magie peut ne jamais être fini. Certains magiciens passent toute leur vie à peaufiner un même tour de magie dans le but d'atteindre la perfection. Il n'y a pas énormément de livres et encore moins de vidéos qui parlent de la création et de la construction d'un tour de magie. Bien souvent, vous trouverez des passages de livres qui survolent le sujet, mais très peu d'ouvrages entièrement dédiés à ce sujet. On peut quand même citer Designing Miracles de Darwin Ortiz, Concevoir des miracles en français, et Fondation d'Eberhard Ries. Ce sont deux ouvrages de référence que je n'ai pas lus malheureusement, mais qui sont systématiquement cités quand on évoque ces sujets, donc je me fie à la communauté magique pour vous les conseiller. J'ai peut-être contredit ces ouvrages dans cette vidéo ou même dans d'autres moments de la chaîne, c'est possible, mais je vous ai fait un résumé de ce que je sais, de ce que j'ai appris dans mes différentes lectures, les interviews que j'ai pu regarder et ma propre expérience. J'espère ne rien avoir oublié.
En vidéo, il n'y a pas grand-chose en boutique, mais vous trouverez sur YouTube des vidéos intéressantes, des interviews essentiellement, qui vont parler de ces sujets-là. J'ai fait une liste de lecture culture magique dans laquelle j'ajoute de temps en temps les vidéos qui me semblent intéressantes. Vous trouverez beaucoup de choses là-dedans. Et si vous avez des références, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires. Comme je le disais en introduction, cette vidéo est l'aboutissement de tout ce que j'ai fait et dit sur ma chaîne depuis sa création. On voit trop souvent de magiciens présenter des tours insipides, sans émotion, sans logique, sur internet surtout. Et c'est dommage, parce que ces tours bâclés renvoient une mauvaise image de la magie. Ce n'est plus de l'art, mais c'est de la simple démonstration. Pour le public, c'est pas ouf. Ces magiciens ne sont pas forcément mauvais, mais on voit qu'ils n'ont pas réfléchi au déroulement du tour, à sa construction. Ils se contentent souvent de le présenter de manière brute, plus ou moins bien, sans vraiment se poser des questions sur le ressenti spectateur, ou sur une possible adaptation à leur personnalité. Et ça, c'est dommage. C'est ce qui fait la différence entre un montreur de tours et un artiste illusionniste. Dans les prochaines vidéos, on reparlera de certains points un peu plus en détail, en expliquant par exemple pourquoi il est important, quand c'est possible, de distancier dans le temps la méthode de l'effet magique qu'elle produit, pour que les spectateurs ne puissent pas faire le rapprochement entre les deux. Comment aiguiller leur pensée aussi, ou comment varier les effets pour ne pas lasser les spectateurs. On pourra aussi aller un peu plus loin en évoquant la construction d'un spectacle entier. On verra qu'on retrouvera des principes de construction un peu similaires avec un tour d'introduction, une succession de tours plus ou moins variés mais avec une cohérence globale, et puis un tour final, un climax, pour clore le spectacle en beauté. Bref, cette vidéo ferme une première période de la chaîne, mais elle ouvre aussi de belles perspectives pour l'avenir. Si certaines thématiques vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je vous laisse avec la traditionnelle citation magique, comme d'habitude en lien avec ce qu'on a vu, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle. Savez-vous comment Dracula est devenu un vampire? Mais en fait, tout est arrivé à cause d'une femme étrange, Margaret, apparue de nulle part. Elle était captivante, elle avait quelque chose d'envoûtant, elle s'est approchée de lui et elle l'a mordu. Mais en le mordant, elle a fait de lui le vampire le plus redoutable de l'histoire et elle n'avait plus aucun effet sur lui. Il a pris son envol pour conquérir le monde. Et la pauvre Margaret essaya de le rejoindre, mais elle ne le retrouva jamais et elle est restée seule pour l'éternité.